J'ai la lourde tâche de vous maintenir en alerte, afin de capter encore votre attention après cette longue journée. Et il a été déjà question de beaucoup d'émotions, puisqu'on a partagé ces émotions avec les patients qui ont eu je dirais le courage et aussi l'intelligence de venir partager avec nous leur expérience. Alors j'ai prévu de vous tenir en alerte avec trois thèmes. Enfin, pourquoi les émotions qui a priori sont là pour nous aider peuvent devenir dangereuses pour notre santé. Quel est ce lien entre les émotions et les maladies cardiovasculaires? Et puis, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter que les émotions nous fassent du mal, finalement? En général, les émotions sont là pour nous aider. En fait, quand on a peur, finalement, on décode plus facilement une situation dangereuse. On a tous fait l'expérience, en étant en alerte, d'éviter un accident. On peut, excusez-moi, c'est le suivant, mais on peut aussi avoir un peu d'anxiété avant un examen et cela nous booste et nous permet d'être plus alerte. Quand on est joyeux, on a plus de facilité à rencontrer des gens. Et en général, enfin, ça améliore notre mémoire. Je pense que plusieurs parmi nous se souviennent où ils étaient, ce qu'ils ont éprouvé lorsqu'ils ont appris les attentats du 11 septembre. Plus l'émotion est forte et plus facilement on retient dans notre mémoire ce qui est en train de se passer. Mais parfois, les émotions deviennent un peu nos ennemis. En général, cela intervient lorsqu'on est en désaccord avec nos objectifs, quand nous sommes en décalage avec les normes sociales. Être trop agressif dans une salle comme celle-ci peut-être passerait mal. Et puis, encore pire, lorsque certaines émotions s'installent en nous malgré nous. Donc, elles restent, elles persistent, de la tristesse, de la peine, de l'agressivité. Quand on parle d'émotions, inévitablement, on fait référence aussi au stress. Et le stress, comme vous le savez, n'est pas que du mauvais. Le stress est là aussi pour nous aider à réagir plus vite. Et si on n'était pas un peu stressé lorsqu'on entend un klaxon, probablement on aurait déjà terminé nos jours sous une voiture. Donc, une agression physique, psychique ou émotionnelle nous met en alerte et nous prédispose à l'action. Donc, c'est très efficient aussi pour nous surpasser. Enfin, les sportifs, avant de commencer une épreuve, bien vous les voyez, bien stressés avant de commencer un match, ça les booste et ça les met effectivement en condition de pouvoir sortir le mieux d'eux-mêmes. Mais le stress peut devenir aussi négatif, et vous connaissez peut-être ce schéma qui est facile à suivre. En général, une situation extérieure qui nous stresse nous met dans un état d'alerte. On peut tenir un certain temps dans une situation de stress aigu, mais lorsque ça persiste, lorsque cette situation nous accompagne trop longtemps, à ce moment-là, nous nous épuisons et, notamment dans le contexte professionnel, c'est un terme aujourd'hui à la mode, nous pouvons être un épuisement professionnel ou un épuisement tout court, donc ce qu'on appelle le burn-out. Mais pourquoi ce stress qui est né dans notre histoire de l'évolution de notre espèce pour nous aider est devenu une menace, voire un ennemi? Probablement, nous avons été, quand on était dans des forêts, dans des savanes, amenés à composer avec des situations de réel danger. Et cette réaction qui nous habite nous permettait de survivre. Aujourd'hui, les menaces ne sont plus là, enfin, au moins que nous allions dans des endroits très dangereux, mais nous sommes souvent agressés par des situations sociales, par des menaces que nous percevons, ou bien par des situations où symboliquement nous agressent. Mais la réaction est la même, ce qui fait que probablement une des hypothèses est que notre réactivité au stress face à un contexte social qui a drôlement évolué dans le bon sens, enfin peut nous conduire à produire du stress négatif. Et le stress, ça a été évoqué, il y a plusieurs facteurs de risque, mais vous voyez qu'il est malheureusement bien placé parmi les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, en troisième position. Après le cholestérol, le taux de cholestérol, après le tabagisme, mais avant le diabète, avant l'hypertension artérielle et l'obésité. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre soin de son poids, de son régime, de son hypertension artérielle et du diabète, mais que finalement il faut aussi prendre soin de soi et de notre vécu émotionnel pour prévenir la maladie cardiovasculaire. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas tous les mêmes, nous ne réagissons pas tous de la même manière face à la même situation. Prenons l'exemple que peut-être on a connu d'être face à quelqu'un qui représente l'autorité, comme notre chef.
chacun de nous va réagir de manière très différente. Donc on pourrait avoir, bien évidemment, ça dépend de la situation, mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que finalement ce mot stress est un peu générique et parfois, pour bien comprendre comment aider quelqu'un qui est très stressé et qui a développé une maladie cardiovasculaire, il faut aussi comprendre quels sont les chemins dans lesquels ces émotions se mettent en place. Enfin, quelle est la spécificité individuelle? Est-ce que la personne en face de nous est plutôt colérique? Est-ce qu'elle est plutôt tendance à avoir une humeur diminuée de la dépression, etc. Quel est le lien entre le cerveau et les maladies cardiovasculaires? Ce schéma compliqué que vous voyez à la gauche de cette diapositive met simplement le doigt sur un lien bien connu par les médecins entre certains composants du cerveau et la glande surrénale qui se trouve au niveau de nos reins. En simplifiant un tout petit peu, on peut dire que en raison de cet axe qui active ces glandes, eh bien, on peut avoir une production de cortisol qui peut être un élément qui favorise l'athérosclérose dont on a parlé, et l'adrénaline, qui est un mot utilisé aussi dans le langage commun, qui a tendance à accélérer la fréquence cardiaque, augmenter la force de contraction du cœur, provoquer une vasoconstriction, donc une réduction du diamètre des vaisseaux et donc augmenter la pression artérielle. Par ailleurs, le cerveau peut aussi contribuer à produire des réactions inflammatoires, c'est-à-dire le stress, c'est ce même facteur, peut altérer notre système immunitaire qui a priori est là pour nous défendre des agresseurs externes en produisant des inflammations. Et une activation fréquente et chronique, donc un stress chronique qui provoque une inflammation chronique, peut être liée au développement de plusieurs maladies, des maladies somatiques, enfin comme l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires, mais aussi il y a des hypothèses par rapport aussi à la dépression. Étonnant, ce n'est pas que les émotions négatives parfois qui peuvent provoquer des problèmes cardiovasculaires. Vous avez peut-être entendu parler de cette syndrome du cœur brisé. C'est la maladie de Takotsubo. Bien évidemment, c'est un nom qui vient d'Orient. Et étonnamment, une partie des patients qui développent cette maladie qui ressemble à un infarctus déclenche cette réaction aiguë pour des émotions très positives, enfin très fortes. Vous voyez, comme les retrouvailles avec un membre de la famille, gagner une forte somme d'argent, le mariage des enfants, ou bien votre équipe qui a marqué son but. Bien évidemment, on a des liens bien connus entre ce qui est une maladie psychiatrique, la dépression et les maladies cardiovasculaires. Vous voyez que les personnes qui souffrent de dépression ont 2 fois plus de risques de développer un infarctus du myocarde par rapport à ceux qui ne souffrent pas de dépression. Et les personnes qui souffrent de dépression, la mortalité est plus élevée par rapport au risque de mourir par suicide, qui est très élevé, malheureusement, chez les personnes qui ont des maladies dépressives. Et puis, vous voyez que jusqu'à 20% des patients qui souffrent d'une coroneuropathie, donc ces vaisseaux qui irriguent le cœur ou d'insuffisance cardiaque, sont déprimés avec une bonne proportion de dépression très sévère. Et après un accident cérébrovasculaire, un patient sur 3 développe une dépression. Donc, et ceci indépendamment si la dépression a précédé l'épisode, la maladie cardiovasculaire, ou si elle a suivi la maladie cardiovasculaire. Donc, en un mot, quand on souffre d'une maladie cardiovasculaire ou en prévention de ce qui pourrait devenir une maladie cardiovasculaire, est important de soigner son état dépressif. Et les traitements aujourd'hui existants chez des personnes notamment qui ont développé une maladie cardiovasculaire sont certains antidépresseurs, notamment certains de nouvelle génération qui n'ont pas d'effet secondaire sur le cœur ou sur l'hypertension artérielle. Et malheureusement, les psychothérapies ont montré une efficacité moindre par rapport à ce que la pharmacothérapie peut apporter chez des patients qui ont développé une maladie cardiovasculaire. On sait aussi qu'il y a un lien fort entre des traumatismes psychologiques et les maladies cardiovasculaires, notamment le stress chronique quotidien, on en a déjà parlé, ou des graves stress psychologiques, en particulier chez des personnes qui développent ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. Ce sont des personnes qui ont été exposées soit à un accident de la voie publique dans lequel il y a eu un danger de mort, où ils ont craint de pouvoir mourir, ou des situations d'agression physique ou sexuelle. Et le lien aussi entre ce type de stress
graves et les maladies cardiovasculaires est bien connu, comme également l'isolement social qui accroît de manière importante le risque d'un accident cardiovasculaire. L'anxiété aussi est une autre émotion qui peut devenir un ennemi des maladies cardiovasculaires. Vous voyez indiqué ici que jusqu'à presque 26% de plus de risque de maladie et presque une moitié de plus de risque de mortalité. Les médicaments qui sont utiles pour traiter un état anxieux, ce sont les anxiolytiques, les benzodiazépines, mais elles ont le risque d'être très efficaces à court terme, mais on peut en devenir dépendant. C'est la raison pour laquelle on préfère utiliser des antidépresseurs qui ont aussi un profil anxiolytique, sont les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine, et on a des interventions psychothérapeutiques aussi qui s'avèrent utiles pour soigner l'anxiété et les troubles anxieux. Est-ce que, selon notre personnalité, nous sommes plus à risque de développer une maladie cardiovasculaire? Pendant très longtemps, moi je me souviens de mes études de médecine, ce type de profil de personnalité était considéré à risque de développer un infarctus. Vous voyez, on peut se reconnaître, on peut être plusieurs à se reconnaître dans ce profil, hyperactif, gros bosseur, forte volonté, besoin de réussite, etc. En fait, ce n'est pas le cas. On sait aujourd'hui que certains évoquent même que ça peut être un facteur de protecteur d'une maladie cardiovasculaire. C'est seulement le fait d'éprouver de la colère, donc ce qu'on appelle une hostilité dans la vie quotidienne, qui est un élément toxique, une émotion toxique pour le risque de développement de maladie cardiovasculaire. Par contre, il y a un profil de personnalité qui semble être davantage prédisposant à des maladies cardiovasculaires. Le fait d'avoir une certaine inhibition sociale, d'avoir plus de difficultés à aller vers les autres ou d'avoir une vie sociale active et tendance à l'évitement des problèmes, des situations, au lieu de les affronter et d'essayer de les résoudre. Alors, je vais terminer pour essayer de voir est-ce qu'on peut apprendre à mieux gérer le stress. Alors, il y a deux grandes stratégies. Il y a celles qui permettent de résoudre les problèmes qu'on a à résoudre dans la vie de tous les jours, ce qui provoque notre stress. Elle est en général efficace dans des situations qui sont gérables. Par exemple, si vous avez à changer vos habitudes de vie, enfin, le docteur Sitaram a évoqué, c'est facile à dire, pas toujours simple à faire, mais c'est dans nos potentiels de pouvoir résoudre ce problème, changer notre alimentation, gérer les conflits. Et certaines psychothérapies s'avèrent utiles aussi pour nous accompagner dans la gestion et résolution de ces problèmes. Il y a d'autres stratégies qui sont centrées sur les émotions, c'est-à-dire qu'elles visent plutôt à réduire l'intensité des émotions négatives lorsque nous n'avons pas la possibilité de pouvoir gérer une situation conflictuelle. Si nous avons un chef qui nous empoisonne la vie et nous ne pouvons pas l'éliminer, donc on doit pouvoir apprendre à composer avec. Et ceci est donc dans les situations, ou bien quand nous sommes pris dans la circulation et nous sommes arrêtés à notre rendez-vous, eh bien nous pouvons ajouter du stress et augmenter de souffrance à la situation. Donc ce qu'on peut faire, c'est modifier notre attitude face à des situations qui n'ont pas de solution potentielle. Et là, on a des techniques de relaxation ou de ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation de pleine conscience qui se sont avérées intéressantes et utiles pour apprendre à changer notre attitude dans les situations qui ne peuvent pas être résolues. Donc, pour terminer, on a des possibilités de prévenir les effets délétères des émotions. Il y a des stratégies qui sont, entre guillemets, simples, c'est-à-dire soigner un état dépressif. On sait qu'aujourd'hui, on a des moyens qui sont efficaces, pharmacothérapeutiques, psychothérapeutiques, soigner efficacement de l'anxiété ou un trouble anxieux. Il y a des stratégies qui sont plus difficiles. Par exemple, apprendre à gérer le stress quotidien, comment changer. On n'est pas fait pour changer, on est fait d'habitude, vous et moi, donc changer, c'est un défi majeur. Suivre une psychothérapie, ça demande un engagement, en cas de traumatisme grave ou de difficulté à pouvoir composer avec ces changements tout seul. Assouplir les traits de notre personnalité, lorsque cela peut être à l'origine de difficultés d'adaptation. En quelques mots, apprendre à prendre soin de nous-mêmes, et on n'est pas très bon la plupart du temps, et nous, on est bien placés en tant que soignants, on est souvent mieux armés pour prendre soin des autres que prendre soin de nous-mêmes. Et je pense que sur ça, je vais m'arrêter parce que vous en avez beaucoup entendu pendant toute la journée. Je vous remercie pour votre attention.